Des termes aussi dont on n'a pas beaucoup parlé et qui sont importants aussi dans ce cadre-là, c'est les termes de l'émergence, les termes de la modernité et de savoir comment ces choses-là avancent d'abord dans le présent et puis dans les éventuelles nouvelles configurations. Nous avons toutes sortes d'invités qui sont chacun à une place. J'ai pas vu Clarisse, où est-ce qu'elle est? Pardon? Ah, elle arrive, d'accord, oui. On va peut-être l'attendre. Donc chaque invité ayant pour mission, je vous le rappelle, de se présenter la prospective à travers sa propre expérience de manière un petit peu resserrée, de telle manière à faire comme on a fait ce matin, c'est-à-dire pouvoir dialoguer ensuite sur la base de ce qui a pu être énoncé par chacun d'entre vous. Voilà, peut-être sans attendre Clarisse. Alors, j'ai pas fait de plan de table ni d'ordre. Peut-être, je ne sais pas. J'ai pas de prérogative. Peut-être il y a des contraintes techniques par contre au niveau diffusion d'image, non? Qui est le premier branché? Il n'y aura pas du débranchement à faire. Le premier, c'est un Mac. D'accord. Donc peut-être c'est toi Gérard et Monique qui avait la première vidéo. On a une vidéo de présentation d'Arzoid ensemble. Oui, c'est embêtant que Clarisse soit pas là. Peut-être un petit tour de présentation comme ça, parce que ce matin on ne l'a pas fait, les gens se sont présentés au fur et à mesure, mais voilà, disons qui fait quoi. Voilà, tiens, je fais passer le micro. Bonjour à tous, donc je m'appelle Hervé Brice, je suis musicien soliste à l'Orchestre national de Lille, mais depuis pas mal d'années j'ai lancé des projets en direction des musiciens amateurs de la région Nord-Pas-de-Calais à travers la création, notamment toutes les harmonies qui foisonnent dans toute cette belle région musicale. Et pour cela, j'avais monté donc un projet qui s'appelle Un monde en fanfare, qui maintenant j'ai laissé un petit peu tomber, parce que je suis sur d'autres horizons, toujours dans la création et toujours dans ce domaine de passerelle entre les musiciens amateurs et les musiciens professionnels. Merci. Bonjour, je m'appelle Éric Prigent, je coordonne une des 2 années du cursus du Fresnoy Association nationale des arts contemporains à Tourcoing, année qui est la 2e année du cursus consacrée aux technologies numériques et émergentes. Bonjour, je suis Clarisse Bardio, je suis maître de conférence à l'Université de Valenciennes, chercheur au laboratoire de Visu, également associée au CNRS. Et donc moi je développe en fait un projet de recherche autour de la documentation et de la conservation des arts de la scène à composantes technologiques. Et donc par incidence, ça concerne également la musique contemporaine. Et dans le cadre du master scène et images numériques qu'on développe à l'Université de Valenciennes, on mène également tout un travail de pédagogie autour de la musique contemporaine en collaboration avec Arzoid. Merci. Donc, je m'appelle André Sermilan, je suis compositeur. Je suis ici un petit peu à double titre. Je suis directeur artistique d'une structure de production et diffusion qui est membre de Futur Composé, qui s'appelle Créa, mais qui est parisienne. Et là, aujourd'hui, je parlerai plus d'une autre casquette qui est celle de la pédagogie. Je suis chargé de la pédagogie dans le cadre de Arzoid. Et ça fait 10 ans qu'on a monté ces sessions de composition. Et donc, on collabore notamment avec l'université. Donc, on enchaîne. Donc, Gérard Rourbette, on ne le représente plus? Non, on ne représente plus. Donc, Gérard Rourbette, directeur d'Arzoid et compositeur et voilà. C'est déjà bien. Et Monique Vialadieu, administratrice d'Arzoid. Oui. Bonjour, Thierry Poquet, metteur en scène et musicien amateur. Bonjour, Ivan Cruz, donc musicien, improvisateur et compositeur, et donc je suis membre du collectif Musix, qui est un collectif de musiciens qui est basé à Lille, qui existe depuis 1998, qui réunit une trentaine de musiciens, voilà. On dirait peut-être un petit peu plus après. Bonjour, je suis André Dion, compositeur, enseignant et directeur de festival.
Très bien. Justement, on va peut-être repartir dans l'autre sens et quitter le débat là où on l'avait laissé ce matin. C'est drôle parce que ce matin, on a terminé au fond sur une interrogation qui était mais la place des pratiques amateurs, on les met où? On les intègre comment dans les programmations musicales et tout cela? Et je me tourne tout à coup vers Hervé Brice, directeur d'un orchestre d'harmonie. C'est vrai qu'on rapproche souvent les orchestres d'harmonie des pratiques amateurs, ce qui est souvent le cas. Voilà, comment peut-être alors donc, comment vous, par rapport aux problématiques évoquées dans ce débat, comment vous aviez préparé votre intervention et que vouliez-vous nous mettre en perspective? Bon, ben moi, je vois deux aspects en fait à la création. Il y a la création que je dirais organisée par une structure. Je pense à un orchestre symphonique, par exemple, qui va faire évoluer son répertoire, qui va commander des œuvres à un compositeur et qui va aller le jouer avec sa formation. Voilà. Et pour moi, il y a un deuxième aspect de la création qui est la possibilité de transversalité, c'est-à-dire de mixité des musiques, de pouvoir atteindre, de rencontrer en fait, ou d'échanger avec d'autres formes de musique. C'est le cas avec ce que je pratique au quotidien avec justement les orchestres d'harmonie, à commencer par celui que je dirige à Lille, pour ces orchestres qui ont besoin de reconnaissance, qui sont souvent, qui ont un passé très très riche, notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais, mais avec un répertoire qui peut-être s'épuise un peu, un public aussi qui est assez vieillissant. Et je crois que il m'a semblé assez important de s'intéresser à ce domaine de musiciens, puisqu'ils sont quand même des milliers ici dans la région, pour pouvoir imaginer l'avenir, pour éviter que ça devienne un musée finalement, et de pouvoir profiter de leur expérience et pouvoir développer le répertoire. Et pour moi, je pense que ça passe évidemment par la création, et surtout la création qui met en relation d'autres formes de musique. Justement pour une question d'image, mais aussi pour une question simplement artistique. Parce que je pense que si on prend un orchestre d'harmonie tel qu'il est aujourd'hui, avec je veux dire, cette lourdeur d'image qu'il peut y avoir, même si on arrive à faire du bon travail, qu'on y met des belles compositions, que c'est bien joué, ça reste toujours un petit peu enfermé dans cette image que le grand public finalement a de ces formations musicales. Et si on veut aller plus loin, si on veut aussi accéder à certaines scènes pour lesquelles ces formations n'ont pas la possibilité de jouer, c'est justement par la création qu'il est possible d'envisager les choses, notamment par les musiques actuelles, par le hip-hop, par le slam, donc la mixité des musiques. Moi, quand on m'a proposé la direction de cet orchestre d'harmonie de Lille, je me suis posé la question, dans une grande métropole lilloise où il y a une offre culturelle très très importante, comment justement attirer le public, comment arriver à se démarquer autrement que par les concerts de Sainte-Cécile, les concerts du 11 novembre, les concerts du mois de mai, etc., tout en respectant évidemment l'histoire et le passé de ces orchestres. Et c'est là que j'ai commencé donc à inventer des possibilités de création et de rencontre avec d'autres formes de musique, et qui permettent justement de pouvoir découvrir de nouveaux univers, de faire progresser les musiciens, et puis aussi de métisser les publics. Grâce à ces projets, on a fait il n'y a pas très longtemps à Grand Sud un opéra hip-hop qui s'appelle Myrdine, et c'est l'histoire des chevaliers de la table ronde, mais réactualisée avec un orchestre d'harmonie, des danseurs de hip-hop, du slam et du rock. Et finalement, on s'est aperçu qu'en proposant ce projet, évidemment, le public était très bigarré, il y avait autant de jeunes que de gens qui connaissent bien l'orchestre d'harmonie. On a fait la même chose avec une création avec un DJ, où on a repris des tubes de musique électro qu'on a fait arranger pour notre formation, et le DJ est considéré comme un soliste en fait, comme si on invitait un trompettiste, un clarinettiste, mais là c'est l'artiste électro avec ses machines qui est dans l'orchestre. On a même sorti un album
qui s'appelle Electro Wind Band. Et la présentation de ce CD, on l'a fait dans une boîte de nuit à Lille qui s'appelle le Magazine Club, un lieu très très original pour un orchestre d'harmonie. Et là, une soirée qui s'est terminée à 1h du matin avec un public très très divers aussi, des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans une boîte de nuit, ou tout au moins depuis longtemps assez familiers des orchestres d'harmonie, et puis tous les jeunes qui connaissaient ces tubes électro qui se sont retrouvés dans ce lieu qui était assez inattendu pour ce type de formation. Et puis une soirée qui a fortement bien marché. Donc voilà, moi je suis assez enthousiaste pour ce genre de projet qui en même temps fait appel à des professionnels et aussi des musiciens amateurs. Donc il y a une exigence forcément qualitative qui est très importante. Les artistes professionnels du hip-hop ou les slammers, etc., qu'on engage évidemment, se mettent en danger par rapport, entre guillemets, par rapport à leur image de travailler avec des musiciens amateurs. Et puis, les musiciens amateurs sont obligés, de l'autre côté, de se plier finalement aux exigences. Et finalement, tout le monde progresse dans ce genre de projet. Merci de cette description. Je me permets de faire un peu la mouche du coche. Évidemment, c'est un projet de création qui fait appel à l'hybridation entre ces pratiques amateurs et le mouvement qu'on considère DJ, pop, slam. Ça ne vous fait pas envie d'aller plus vers des pratiques contemporaines, d'écriture, de commande à des compositeurs ou des choses comme cela? Si, on a déjà travaillé à l'occasion d'un ciné-concert en improvisation dirigée. Et puis je sais qu'il y a déjà des harmonies dans la région qui ont travaillé avec l'ensemble intercontemporain. Voilà, donc tout ça n'est pas nouveau, c'est pas fréquent, mais bien sûr que c'est tout à fait envisageable de travailler dans ce sens-là. Je crois que l'orchestre d'harmonie, c'est un orchestre qui a d'énormes possibilités, qui ne sont pas, à mon sens, encore assez exploitées. Et il est évident que passer des commandes à des compositeurs, ça peut être aussi un laboratoire assez intéressant. Moi, je considère que mon orchestre est aussi un laboratoire. Et on a un projet justement qui est d'ouvrir nos répétitions et notre programme musical pour l'expérimentation d'œuvres ou des morceaux d'œuvres pour des jeunes compositeurs qui voudraient justement s'exercer. Et parce que c'est un orchestre qui est assez souple finalement, moins contraignant qu'un orchestre professionnel, et on peut réserver justement des séances de travail, comme on l'a envisagé dans un futur proche, à des jeunes compositeurs qui voudraient venir expérimenter. Ça leur permettrait évidemment de se familiariser avec ce type d'orchestre, de pouvoir aussi se faire jouer, parce que tous les compositeurs n'ont pas la possibilité d'accéder facilement à un orchestre symphonique ou même une formation de musique de chambre professionnelle. Et je crois qu'il y a peut-être là aussi une ouverture possible pour les jeunes compositeurs. D'accord. On va essayer de continuer ce tour de présentation, mais la représentation féminine étant assez faible aujourd'hui, pardon, je vais donner la parole à Clarisse Bardio. Voilà. Oui, il y a un micro, on peut mettre de la vidéo, on peut brancher les choses, voilà. Autour de ces activités pédagogiques et de recherche. Oui. Ça marche? Oui, ça marche. Oui, alors, en fait, moi, je me souviens de rencontres qui avaient été organisées chez Artzoid, où on était très nombreux. En tout cas, moi, je ne me considère pas de la musique contemporaine, loin s'en faut. Mais en tout cas, autour de ces questions aussi de médiation numérique. Oui, je ne peux pas parler en même temps. Oui. Ils vont régler la question. Et donc voilà. Et donc lors de ces rencontres, en fait, on était issus aussi de plusieurs disciplines. Et il y avait une chose qui avait été abordée, qui était la question de la médiation numérique, comme l'un des enjeux importants de la musique contemporaine.
Et, Préciser le concept médiation numérique. Alors justement, c'est-à-dire que qu'est-ce que serait qu'une médiation numérique? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aller vers le public et comment aussi est-ce que l'on va pouvoir expliquer la musique contemporaine finalement vis-à-vis des publics. Et moi, il me semblait qu'il y avait donc deux axes qui étaient importants, qui étaient d'une part le public étudiant et tout particulièrement dans le cadre des formations à la création numérique. Et j'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure. Et également par rapport au grand public, et donc comment peut-on finalement publier la musique contemporaine sur Internet, puisque c'est aujourd'hui l'un des canaux, je dirais, importants donc de l'accès à la culture pour un certain nombre de publics. Alors, pour ce qui concerne les étudiants, c'est absolument essentiel. Donc moi, j'enseigne en fait dans un parcours en création numérique, où il n'y avait jusqu'à très peu de temps, c'est-à-dire grosso modo jusqu'à cette année de manière officielle, il n'y avait pas d'enseignement à la musique contemporaine. Bien sûr, ces étudiants ne vont pas devenir des compositeurs. Par contre, être confrontés à la musique contemporaine est absolument essentiel. C'est essentiel en termes d'expérience, en termes de pratique, parce que la dimension sonore des projets professionnels qu'ils vont réaliser est en général absolument le parent pauvre des projets. Et donc, ils ont besoin d'avoir cette culture-là et d'y être confrontés. Et l'autre chose, c'est que c'est aussi important pour eux en termes de parcours professionnel, puisque le fait d'être confronté à un compositeur comme André Sermilan, à un compositeur comme Gérard Rourbette, à un ingénieur du son, à un équipement aussi, à une structure, d'aller faire le workshop sur place dans les locaux donc de l'institution culturelle, change aussi complètement leur rapport aussi, je pense vraiment à l'innovation, à ce que cela veut dire que de travailler en équipe multidisciplinaire, en mode projet, sur des temps courts, en se concentrant sur un seul projet, etc. Donc là, il y a pour moi des vertus pédagogiques, bien au-delà, je dirais, du contenu, même s'il est absolument fondamental, qui sont essentielles dans ce type de workshop pour une université confrontée à des milieux professionnels très spécifiques et en même temps experts dans leur domaine. Voilà. Donc cette question de la médiation numérique, pour moi, elle était absolument essentielle vis-à-vis des étudiants. Et ensuite, sur la question du grand public, en fait, moi, je travaille depuis quelques années sur un projet qui est la question de la documentation des arts de la scène à composante technologique, donc qui rejoint beaucoup les questions de musique, notamment de musique électroacoustique. Et donc, voilà, de fil en aiguille, j'ai été amenée à imaginer un certain nombre de dispositifs qui sont en fait des logiciels. Et le dernier en date est une application sur le net qui est open source, gratuite, et qui permet de réaliser des web documentaires à partir d'une captation vidéo. Que vous allez peut-être voir dans un instant. Voilà. Donc, pour vous expliquer l'interface, c'est assez simple. Si vous avez une captation vidéo d'un spectacle, et autour de cette captation vidéo, vous allez pouvoir greffer un certain nombre de documents qui vont être des PDF, qui vont être des sites internet, qui vont être des images, qui vont être toute une série. Voilà, je peux reprendre la main. Merci. C'est gentil. Merci. Voilà. Belle répartition des tâches. Bravo. Non, il me faut encore le phénix. Donc quand vous dites greffer, c'est-à-dire de manière associée au document initial Voilà, d'associer en fait, de réaliser un web documentaire, c'est-à-dire vraiment de compléter, si vous voulez, la captation vidéo par des documents supplémentaires. D'accord. L'idée, c'est que ça puisse servir à la fois aux artistes, par exemple, lorsqu'ils doivent diffuser leurs œuvres, plutôt que d'avoir une dizaine d'interlocuteurs, et bien d'un seul coup, ils peuvent renvoyer l'équipe d'accueil vers ce web documentaire qui va comprendre, comme l'exemple que je vais vous présenter, une fiche technique, des conduites, etc. Mais ça peut être aussi un objet de médiation en ligne qui va permettre de faire un web documentaire soit réalisé par les étudiants, soit par le grand public, puisqu'en fait, ils peuvent eux-mêmes agréger les documents les uns par rapport aux autres. Ou encore réaliser, comme on l'a fait pour le Fresnois là, sur des œuvres de panorama, des regards en fait autour d'une œuvre qui était présentée dans Panorama. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vais vous présenter simplement un petit extrait
qui est donc à partir de Notre Danse de Mylène Benoît, en collaboration avec Cercueil. Donc la musique est de Cercueil, et c'est un spectacle qui a été créé au Phénix il y a tout juste un an, si ça fait bien démarrer. Ouais, si ça y est, c'est parti. Donc, je vais baisser un peu le son pour pouvoir parler au-dessus. Le principe est le suivant, c'est que vous avez donc la captation vidéo, qui est en fait un flux vidéo que vous pouvez récupérer de YouTube, mais ensuite de Vimeo, etc. Et vous avez sur la colonne de droite un certain nombre de documents, par exemple le site internet de la compagnie, que vous allez pouvoir ouvrir depuis la captation elle-même, par exemple la fiche technique, et vous avez, chaque trait va correspondre à la durée du document et donc à son intérêt à ce moment-là de la captation vidéo. L'interface est extrêmement simple, on a 3 boutons, donc en fait on a commencé également à faire des ateliers avec les scolaires à partir de 12 ans, ce qui veut dire aussi que de cette manière-là, on va pouvoir sensibiliser les élèves, puis les étudiants à l'analyse de spectacle, à l'analyse d'une composition musicale, en leur proposant d'annoter, de compléter avec des documents qu'ils peuvent récupérer soit sur le net, soit qu'ils peuvent créer eux-mêmes. Voilà. Et donc ensuite, vous pouvez tout à fait encapsuler ces documents et les présenter sur une page internet. Donc la page internet du théâtre, la page internet de la compagnie, celle de l'école, etc. Et donc là, on a là un outil dont les compositeurs, dont les artistes, dont les étudiants, les enseignants, etc. peuvent s'emparer pour travailler justement sur ces questions de médiation numérique dans l'univers de la création musicale contemporaine. Voilà. C'est tout. D'accord. La question associée à cela, ceci ne nécessitant aucune formation particulière, chacun peut rentrer à l'intérieur de ce système. Enfin, ce logiciel n'a pas une accessibilité complexe. C'est très très simple, c'est-à-dire que, vous voyez ici, vous avez 3 boutons, d'accord. Donc je ne pouvais pas faire en dessous de 3 boutons. 3 boutons, ça va, voilà. C'est du registre du possible. C'est une application qui est disponible sur Internet, donc on n'a même plus de logiciel à télécharger. Voilà, donc les choses se passent de la manière finalement la plus simple possible pour l'utilisateur. Et c'est vrai que l'objectif, c'était de faire quelque chose qui soit extrêmement simple à prendre en main pour le grand public, mais également pour les artistes, c'est-à-dire pour documenter les œuvres. Et il y avait aussi derrière effectivement cette volonté de travailler sur la conservation des œuvres, sur leur archivage. Donc là, on est sur une captation qui va permettre éventuellement donc, de greffer un certain nombre de commentaires qui vont permettre de réunir finalement ce qu'on a pu appeler le cahier de l'assistant musical à un certain moment. Et ensuite, il y a un autre logiciel beaucoup plus professionnel que je ne vais pas vous présenter maintenant, qui permet justement de travailler sur la documentation du processus de création et sur la conservation des œuvres. Voilà. Pour complexifier les données associées et de pouvoir aller plus loin dans pour aller beaucoup plus loin, pour travailler sur des corpus qui peuvent... Aujourd'hui, moi je me retrouve avec, par exemple, pour une seule œuvre, à peu près 10 000 documents. Puisque j'ai cette très mauvaise habitude de récupérer les disques durs des artistes. Donc tous les éléments de maquette, de voilà, réflexion... Depuis les premières idées jusqu'à l'œuvre achevée. Voilà. Donc il y a deux niveaux. Il y a 2 niveaux dans la présentation de cet outil. Il y a un niveau, j'allais dire, plus sommaire, si on peut dire, et un niveau plus complexe dans l'entrée. Ma question, elle est par rapport à la problématique qui nous anime, qui est celle de la mise en réseau des acteurs culturels les uns avec les autres, sur la connaissance des aventures de création. Est-ce que c'est un outil qui sert à la mémoire exclusivement, ou est-ce qu'il sert aussi à la promotion et à la circulation de l'œuvre? Comment vous vous positionnez par rapport à cette problématique? Il sert absolument qui est importante aux deux. Pour ceux qui achètent, qui vendent. Il sert aux deux. Et surtout, je dirais que les choses sont très concrètes. C'est-à-dire que là, typiquement, des étudiants sont allés filmer les œuvres du Frénois, réaliser des web documentaires au Frénois, rencontrer les artistes du Frénois. Donc il y a ce lien-là qui se tisse en termes de partenariat. On peut tout à fait imaginer faire la même chose par rapport à la classe de composition d'Artzold. Et donc ce qui crée aussi voilà, tout simplement un partenariat entre l'Université de Valenciennes, Artzold, le Frénois, le Phénix également, puisque certains étudiants sont allés donc faire des web documentaires.
Mais je dirais que c'est au-delà de mon initiative personnelle, c'est-à-dire qu'après le projet m'échappe complètement, et c'est aux personnes de s'emparer de cet outil-là pour inventer les ateliers, les projets qu'ils souhaitent mener avec. Ceci étant dit, on propose également un certain nombre d'ateliers, notamment avec les scolaires, et on est en mesure d'imaginer des ateliers spécifiques qui permettent de créer donc des ateliers entre une classe, une institution culturelle et ensuite la visibilité de cet objet-là sur Internet. Donc il y a une espèce comme ça de chaîne de circulation qui peut se créer. C'est-à-dire qu'on peut s'en emparer de différentes manières et effectivement ça prend toutes sortes de valeurs en fonction de la situation, à la fois de valeurs de réseau et de mise en interconnexion et en même temps de valeurs pédagogiques au sens de l'action elle-même. Voilà. J'avais envie d'entendre Christian Prigent, puisque c'est en fait... Éric, pardon, non, Christian, ça n'est un autre. Éric Prigent sur le Fresnois et justement sur cette question qui est sur un espace extrêmement référencé, technologie interdisciplinaire. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, pas exclusivement donc musicale et pas essentiellement musicale au départ. Comment tout ça se noue? Enfin, peut-être vous avez envie de le dire autrement. Déjà, je suis venu. Je suis venu avec des images pour vous parler des sons et un PowerPoint de photos tout à fait silencieux pour parler de la création sonore et musicale. Mais vous dire quand même combien c'était important en fait la musique, la création sonore pour le Fresnois et pour les artistes qu'il défend et qu'il accompagne. En fait, je vous ai apporté quelques photos d'installations sonores, de projets donc musicaux. Un petit mot juste de présenter. Je suis pas sûr dans la salle. Voilà, ça c'était mon introduction parce que le Fresnois c'est un établissement de formation, de production et de diffusion. Donc il y a quelques images comme ça qui vont diffuser derrière moi, simplement. Ce qui nous intéresse aussi, nous, c'est d'envisager la création sonore et musicale au regard des autres pratiques artistiques, évidemment, le cinéma, mais aussi le champ des arts plastiques, et finalement presque la totalité des disciplines artistiques. Donc forcément, cette maison qui est fondée sur un principe de départ, c'est-à-dire l'accompagnement de jeunes artistes par des artistes professeurs invités confirmés, parmi ceux-ci, on va retrouver évidemment chaque année un compositeur ou une compositrice. Donc il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu Fausto Romitelli, Mauro Lanza. Cette année, il y a Arnaud Petit, dans le cadre d'une collaboration avec l'IRCAM. Et si je reprends la thématique de cet après-midi sur les nouvelles alliances, finalement, le Fresnois n'arrête pas d'en faire à tous les niveaux, notamment aussi dans le champ musical, puisqu'on a travaillé avec beaucoup de monde et beaucoup de structures dans ce cadre-là, que ce soit la Fondation Royaumont, l'IRCAM, bien sûr, avec lequel on a une collaboration bientôt historique, où on a cherché à rapprocher des jeunes compositeurs ou compositrices en cursus 2 à l'IRCAM et des artistes en deuxième année au Fresnois. Le cursus du Fresnois faisant 2 ans, la première année étant consacrée au cinéma et aux arts visuels, la seconde année à la création numérique. Donc ce contexte-là a permis toutes ces collaborations-là, finalement, mais aussi avec l'opéra, avec l'Orchestre national de Lille, on a aussi travaillé, etc. Beaucoup d'acteurs. Dans le cadre aussi de programmes Interreg, si je reprends les problématiques qu'on a évoquées ce matin, notamment dans les projets qui étaient menés par Clarisse CECN2 et Transdigital entre 2005 et 2012, 2007 et 2012, si je me... Voilà. Il y a eu toujours cette dynamique-là d'alliance, de coproduction. D'ailleurs, je vous quitterai tout à l'heure prématurément, puisqu'on a une coproduction en cours avec le Théâtre du Nord et la première de Nobody de Cyril Test tout à l'heure. Donc je serais obligé de partir plus tôt. Mais en tout cas, voilà, ça, si vous voulez, pour nous, c'est aussi une manière, ça a toujours été une manière de travailler, en tout cas pour moi en deuxième année. Et notamment du fait qu'elle soit consacrée finalement aux technologies numériques, parce que celles-ci ont également bouleversé, ont fait se réinterroger les artistes quant à ce que peut être une création, comment l'intégrer, et du coup, là aussi, des partenariats, on va dire à caractère technologique. Il tombe bien, Arnaud Petit, voilà,
par exemple, toute la coproduction de ce projet. On travaille aussi bien avec l'IRCAM à Paris, le CHEURMIC, qui est le centre de création de recherche musicale de McGill à Montréal, Numédia à Mons, pas loin d'ici, et une équipe qui s'appelle MINT au sein de l'INRIA à Lille. Donc l'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en informatique et en automatisme, avec lequel le Fresnoy a une convention qui permet justement de développer tout un tas de projets avec des laboratoires. On soumet les projets au laboratoire. Ça peut être un laboratoire qui travaille sur les interfaces AGES, ça peut être un laboratoire qui travaille sur la simulation biomédicale, ça peut être plein de choses. En fonction de ça, les partenariats se mettent en place, les collaborations se mettent en place. Voilà. Par exemple, celui-ci de Véronique Bellan, celui que vous avez vu avant, qui était une sorte d'instrument de musique. À chaque fois, il y a des problématiques qui sont intéressantes, puisque finalement, on n'est pas encore dans le champ arts et sciences, mais en tout cas, entre la recherche scientifique et la création artistique, il y a des sortes de jointures. On est presque sur le même projet qui permettent de développer ces collaborations-là. Voilà. Projet de collaboration, plusieurs questions autour de cela. Visiblement, tous les partenariats que vous nous avez montrés sont des partenariats nationaux, voire internationaux. L'espace territorial de proximité est aussi une priorité ou Oui, bien sûr. En fait, le Fresnoy, vous avez parlé de l'Orchestre de Lille, évidemment, oui, et de l'Opéra. C'est local, c'est régional, oui. C'est national et c'est international. On est un peu sur... Voilà. Sur toutes les couches. C'est vraiment toutes les couches. C'est-à-dire qu'au niveau local, effectivement, on travaille avec nos partenaires, c'est logique. On travaille en région aussi avec les écoles d'art, évidemment, avec lesquelles on a monté des dispositifs spéciaux d'accompagnement, ou en tout cas qui vient compléter la formation qu'ils ont au sein de ces écoles. Le choix même des artistes professeurs invités se fait dans ce contexte. Je viens de parler de... Ça faisait partie d'une de mes questions. Oui. Comment vous les choisissez alors ? Alors, moi, je l'ai choisi avec Alain Fleischer, qui est le fondateur et le directeur du Fresnoy. On essaye de travailler, bien sûr, un équilibre dans le champ des 2 années. On essaye de travailler l'interdisciplinarité, évidemment. Je ne vais pas prendre 3 compositeurs une année, je vais prendre un compositeur, un plasticien, un photographe, un chorégraphe, Christian Rizzo par exemple, là aussi en partenariat à l'époque où il était à l'Opéra de Lille. Et ça a toujours été comme ça, des connexions et des configurations autour de partenariat. Je dirais même que pour certains artistes, c'est le partenariat qui fait l'invitation, presque, parfois, je ne le cache pas. Et aussi les opportunités, effectivement. Si je reparle de ce que nous avons fait ensemble dans le cadre d'Interreg, Jean-François Perret a été invité dans ce cadre-là. Daniel Danis, écrivain, metteur en scène canadien, a été invité dans ce contexte-là, si vous voulez. C'est qu'à un moment donné, on est obligé aussi de se poser la question dont on a besoin de financement complémentaire, on a besoin d'agir sur un territoire. À un moment donné, ça va aussi conditionner, évidemment, le choix, oui, quelque part le choix artistique, puisque ça va être le choix d'un artiste-professeur invité. Mais on garde évidemment toujours, en tout cas on essaye de la préserver, l'exigence qui est la nôtre. Bien sûr. Mais effectivement, les préoccupations matérielles et l'organisation de la production n'est pas indépendante de tout cela, ça c'est certain. Deuxième question, après peut-être qu'on continuera notre tour de table, sur le développement des technologies. Les développements des technologies sont liés au projet, c'est-à-dire que lorsque vous avez choisi un artiste ou une équipe artistique, vos développements sont conditionnés par la conduite du projet. Oui, et les partenariats, ils se font aussi, pas simplement à l'échelle des artistes invités, ils se font aussi au niveau des étudiants. Mais là, on n'impose pas du tout de champ technologique, évidemment, ou territoire particulier à explorer. On part d'une idée artistique, d'une intention artistique de l'artiste, et c'est autour de ça qu'on va configurer une équipe pour accompagner, pour expertiser, pour développer, pour produire. Exactement ce qu'on essaye de faire dans le cadre des doctorats que nous sommes en train de mettre en place avec l'Université du Québec à Montréal, avec Paris 8 ou l'Université de Lille. On essaye à partir d'une idée, de rassembler un certain nombre de compétences ou de chercheurs autour du projet artistique, évidemment.
Merci, on reviendra au cours de la discussion qui va suivre. Continuons notre tour peut-être par le biais soit des compositeurs, parce que c'est vrai que les compositeurs sont impliqués, alors soit André Dion, soit André Sermilan, comme vous le souhaitez. Voilà, moi je vais... Pour raccorder à ce qui s'enchaîne le mieux. Oui ? Peu importe. C'est-à-dire qu'on reste un petit peu dans la pédagogie. Oui. Il y a une phrase de Romaric que je retiens de ce matin qui était le fait qu'effectivement ce qui pouvait être le plus utile pour une véritable évolution à la fois du métier de la composition mais de la musique en soi, c'est vraiment le fait d'avoir du temps de scène et d'avoir l'infrastructure qui va avec. Et c'est vrai que quand on part du milieu musical pour concevoir une création, on a toujours très majoritairement les outils habituels, entre guillemets, qui sont les temps de répétition avec un ensemble pour aller jusqu'à la scène. Mais le temps de scène, lui, est relativement restreint. Or, c'est vrai que si on arrivait à inverser un petit peu les choses et partir du principe qu'on aurait à peu près les mêmes conditions que pour monter une pièce de théâtre ou faire un spectacle chorégraphique, je pense que la musique évoluerait d'une toute autre manière et permettrait donc effectivement plus facilement des spectacles du style de ce qu'a pu monter Benjamin Dupé ici avec le Quatuor Tana. Donc ça, c'est un temps de scène qui est parfaitement incompressible. Ça, c'est le point de vue un petit peu du compositeur. Maintenant, si je raccroche avec la pratique que je peux avoir avec Artzoy, puisqu'on a commencé une collaboration d'un point de vue de la pédagogie il y a 10 ans maintenant. Cette collaboration n'est pas du tout arrivée par hasard, parce que Artzoy, c'est quand même l'ensemble emblématique qui s'est vraiment posé les questions de la représentation musicale un petit peu avant tout le monde. Et de se poser vraiment la question de la position à la fois du musicien sur scène, quel est son sens, est-ce qu'on construit une dramaturgie autour de ça, est-ce qu'on fait appel à d'autres formes d'expression, etc., etc., etc. Et mon parcours musical a fait que je suis compositeur, j'écris depuis que je suis môme, mais par contre j'ai une seconde passion aussi tout de suite qui est arrivée, c'est le cinéma. Ensuite j'ai collaboré donc avec des réalisateurs, très rapidement avec des chorégraphes, metteurs en scène, etc., des plasticiens, et jusqu'à la volonté aussi de monter moi-même mes propres spectacles qui vont vers le multimédia en utilisant aussi les nouvelles technologies. Ce qui fait que quand Gérard et Monique m'ont parlé d'ouvrir une classe, c'est pour ça que je vous raconte ça, quand ils m'ont parlé d'ouvrir une classe qui était ouverte à la fois à des musiciens, et là on va pousser le curseur encore plus loin que ce matin, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de musique actuelle ou musique contemporaine, mais on va parler de musiciens et non-musiciens, à qui on va enseigner en fait la composition. Et quand ils m'ont parlé d'une classe ou de session plutôt de composition, parce qu'il y a une chose qui m'intéresse aussi en pédagogie, c'est toujours d'initier une chose qui est un résultat de production. C'est-à-dire qu'on a des sessions, on apprend, mais en même temps qu'on apprend, on met tout de suite en jeu et en situation, c'est exactement ce que tu décris et ce que vous faites au Frénois. On met tout de suite en jeu et en situation, dans un contexte de production, tout ce qui va être produit. Et le résultat final, l'aboutissement, est toujours un spectacle multimédia qui est un croisement des différentes compositions qui sont toutes personnelles. C'est-à-dire que oui, il va y avoir évidemment des musiciens qui viennent, mais il y a aussi des plasticiens, des danseurs, des comédiens, et en plus du fait qu'il puisse y avoir des étudiants, il y a aussi une volonté de mélange des âges, des provenances, des catégories, etc. Alors tout ça peut paraître complètement démagogique, mais ça ne l'est pas du tout. C'est même l'inverse, c'est une véritable exigence. C'est-à-dire que j'ai eu suffisamment d'expériences que je me suis testé comme ça, parce que tout simplement, par exemple, j'ai enseigné pendant 10 ans la clarinette, et j'étais plus du côté de la composition que du côté de la clarinette, donc je faisais le grand écart. Donc pour nourrir un petit peu plus mes cours de clarinette, je me suis dit à un moment donné, pourquoi pas leur proposer d'écrire des pièces, etc. Et donc des enfants de 8 ans jusqu'à 18 ans se sont mis à écrire, et quand on demande à un enfant de 8 ans d'écrire, ça lui paraît complètement naturel. Il vient de commencer un instrument, il fait 3 sons, et puis on lui dit, écoute, tu peux construire avec ça. Et évidemment qu'il va le construire, et évidemment qu'il va arriver à un résultat.
Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que la première fois que j'ai eu cette expérience, je me suis dit, forcément, il va y avoir des tranches d'âge avec des résultats qui ressemblent un petit peu aux tranches d'âge auxquelles on s'adresse. Et en fait, pas du tout. Évidemment, chacun avait déjà son propre univers personnel. Après, ça enchaîné avec des stages plutôt orientés vers la musique de film, d'autres expériences, puis des expériences aussi avec des enfants des écoles, tout simplement. Donc des résidences de création musicale, mais des créations avec des structures musicales dans lesquelles je ménageais toujours le fait qu'on puisse voir l'individu, c'est-à-dire ne pas aller jusqu'à une centaine de personnes sur scène, mais avoir toujours la relation de l'échelle où on va s'adresser vraiment à une personne et pas uniquement au groupe, et forcer un petit peu la pratique musicale en essayant vraiment d'induire toujours la création à l'intérieur et l'individu, son individualité, sa personnalité, et tenter de la trouver en même temps qu'un positionnement dans un groupe, etc. La musique, c'est une matière en soi, et il y a aussi 50% de relations humaines qui interviennent à l'intérieur. Et ça, dans un contexte de production, c'est fondamental. Donc, quand on a ouvert les classes, les sessions de composition à Artzoid, la première des choses qui a été importante, je crois, c'est le fait qu'il y ait 3 casquettes qui accompagnent, c'est-à-dire ma casquette de compositeur et plutôt accompagnement en direction artistique de chacun des projets, mais la casquette aussi de Karl Faya qui est là à la technologie et au développement et qui peut donc répondre à toute demande de la part de chacun des projets, et puis la casquette aussi d'un ingénieur du son qui est là aussi pour régler tous les problèmes. C'est-à-dire qu'une seule personne par rapport à ce type de nombre de projets, quand on laisse l'entière liberté en fait à chacun d'aller dans ses directions, est relativement casse-gueule, tout simplement. Donc c'est assez important d'être aussi à la fois dans l'artistique, mais aussi dans le technologique, et c'est très difficile de tout mener d'une manière frontale. Donc quand les gens sont arrivés, en fait, eh bien c'est le parti pris de départ qui s'est vraiment dévoilé a été le fait que toute pratique développe sa méthodologie, sa forme de structuration, et que si elle est affiliée au son, ça devient une composition musicale. Donc si vous êtes architecte, vous avez l'exemple de Xenakis, donc c'est quelque chose qui a complètement enrichi sa production musicale. Si vous êtes plasticien, la première fois qu'il va vous parler d'un projet sonore, vous pouvez vous dire qu'il a de la bonne et qu'il a fumé, mais n'empêche qu'après, la manière dont ça va se retranscrire, c'est une chose qu'un musicien lui-même n'aurait absolument pas imaginé, parce qu'il y a une question de cursus, de formation et aussi de formalisation des choses. Un danseur, c'est la même chose. Un comédien travaille sur le son tout le temps. La musique est partout. Et les technologies et les techniques peuvent complètement se croiser, s'interpénétrer, se compléter. Avec en plus dans cette volonté de cursus d'avoir de véritables croisements entre les personnes, entre les casquettes, et des complémentarités qui se créent. Donc chacun arrive en fait à un projet musical personnel, après qu'il choisisse ou non de poursuivre une pratique dite plus musicale ou plus sonore, reste complètement évidemment son choix, mais en tous les cas c'est une réalité, c'est une possibilité, et ça existe. Voilà, et ça fait 10 ans que ça dure. Donc ça, c'est une description de cette mise en réseau par le biais de la pédagogie, au fond d'apprentis musiciens qui se trouvent être connectés au monde de la composition par le biais de toi, médiateur, à travers un réseau comme celui créé par Artzoid et ton travail, c'est cela? Oui, absolument, mais qui correspond à une demande. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une spécificité actuelle par le biais des nouvelles technologies, c'est que les paramètres technologiques peuvent être interprétés d'un point de vue gestuel, d'un point de vue sonore, d'un point de vue pictural, et que donc il y a des croisements d'outils, et ça vaut vraiment la peine d'essayer de réfléchir à quel est le point de départ, le point d'arrivée, et la méthodologie pour structurer.
C'est intéressant parce qu'on reposera peut-être la question à nos acteurs sur la place de l'outil, justement comme étant un intermédiaire et une porte d'entrée possible pour la connexion des choses les unes avec les autres, puisque chacun, vous avez une position particulière par rapport à l'outil technologique. On va continuer notre tour de table. Oui, pardon ? Ouais, en fait, je suis désolé, j'ai parlé un peu trop. Pas faire trop long, faut pas faire trop long parce qu'on a fait un premier tour, puis après... Ouais. Mais on va continuer le premier tour, mais je vous montrerai après une vidéo parce que ça vaut tous les discours, en fait. Voilà. D'accord. Continuons notre tour, soit André Dion, soit le voisin. Oui. Yes. Allons-y. Bonjour. Allô ? Oui, on est là. Donc, puisque toi aussi tu es enseignant. Oui. Tu veux que je parle de l'enseignement ? Non, je voudrais qu'on parle de notre problématique et celle du mise en réseau dans un espace territorial par le biais de ces activités, voilà. Vu à l'aune de ce que tu pratiques. Alors, moi, ce que j'aimerais depuis ce matin, j'aimerais qu'on parle de l'art. Oui. Ok. Donc, déjà, il y a une quadrature, si vous voulez. Il se trouve que c'est le hasard d'une vie. C'est que je l'ai en moi, cette quadrature. Je suis compositeur depuis l'âge de 20 ans. Je suis récemment devenu enseignant. Je dirige 2 festivals, donc je suis dans l'action par rapport. Et je suis aussi public. La quadrature, elle est donc en moi, je la vis tous les jours. Je ne pense pas que les nouvelles technologies amènent quoi que ce soit d'autre qu'un outil. Le problème, c'est l'oreille. Le problème, c'est ce qu'on entend. Donc, si vous voulez, le gros projet culturel pour moi dans la future région, c'est déjà qu'on aille vers la chose qu'un artiste a à dire et qu'il transmet à travers une forme, qu'il utilise de la technologie ou pas. Ça, c'est la chose qui me paraît la plus actuelle, politique, de construire dans cette nouvelle région. Voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Là. Comprenez ? Que la présence artistique, au fond, soit... Non, mais si vous voulez, je comprends. Ce matin, nous avions les structures culturelles. Oui. J'aurais aimé leur poser la question, mais c'était trop complexe. Quels sont leurs critères de sélection d'un artiste ? Comment font-ils pour se ressourcer au niveau de leur connaissance, compréhension de ce que l'art est en train de pondre ? Je suppose qu'ils se revisitent constamment, tous les jours. Oui. C'est ce trajet-là que j'aurais aimé que nous parlions, parce qu'il n'existe que peu de plateformes où on pourrait entendre des artistes en devenir, qui ne soient pas déjà repérés, qui sont en devenir. Donc mon souci, moi, dans cette nouvelle région que nous voudrions tant construire, ce serait d'inventer un lieu qui serait un lieu, non pas vitrine de politique, mais un lieu réel d'artistes. Donc pour ce faire, il faudrait qu'il soit plus ou moins maîtrisé, je ne sais pas si c'est le mot exact, par des artistes. Voilà, c'est un projet, donc vous vouliez qu'on parle du futur dans la région, comment construire des choses nouvelles. Moi, ce que je souhaiterais énormément, c'est qu'on invente un lieu, un territoire. Ça ne veut pas dire que les maisons de la culture n'en sont pas, mais dans une logique qui est la leur, ils ne peuvent pas prendre tous les risques. Donc ils en prennent certains, mais pas tous. Et donc j'aimerais que nous inventions un lieu de risque où l'artiste, celui qui est en devenir, voilà, je ne pense pas que Van Gogh aurait été forcément repéré à son époque par les structures culturelles. Oui. Ok, donc voilà, c'est de cela dont j'aurais voulu parler. Qu'on Mais puisse on se peut donner les moyens, car nous sommes tous très intelligents, n'est-ce pas ? Quelques programmateurs ou directeurs de structures qui sont encore dans la salle, on pourra continuer cette interrogation qui n'a pas été portée ce matin et à laquelle on pourrait tenter de répondre. C'est-à-dire que je suis aussi enseignant au conservatoire d'Amiens, je suis responsable de la classe électroacoustique. Je découvre effectivement que la chose, das Ding, qui est en nous, qui doit jaillir, c'est pas la peine, toutes les technologies du monde ne remplaceront pas le vide devant la page blanche. Donc pour moi, c'est un faux problème dans l'art, les technologies. Ça peut le devenir, évidemment, il y a un moment donné où on passe par la forme, mais c'est pas le départ.
Je pense qu'ici, personne ne considère que la technologie est le départ. Non, bien sûr, Eric, bien sûr, cher David, bien sûr. Seulement, nous ne parlons que de technologie. Nous ne parlons, vous permettez donc Oui, bien sûr, ok, donc je sais que vous êtes là pour modérer. Je fais ce que je peux, mais je ne veux pas couper la parole à personne. Yes. Bon, voilà, ce que j'aimerais inventer, donc c'est un lieu. Je vous propose de le faire ça à Amiens, mais en fond, ça m'était complètement égal, on peut le faire où vous voulez. Un lieu où on pourrait, s'il est peut-être bien repéré par des artistes, proposer donc des artistes en devenir. Voilà, c'est le projet que j'ai pour cette rencontre historique politique. Et bon, on va peut-être être à l'ébauche d'un projet tout à fait novateur. Et Éric Prigent, peut-être une réaction? Oui, j'ai peut-être eu confusion dans ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Le lieu auquel vous pensez, il existe déjà, puisque c'est le Fresnois, non mais donc, et je dis ça parce que je me suis peut-être trop collé à la thématique de la journée, mais je vous invite à venir y faire un tour, déjà pour voir Panorama, prolongation jusqu'au 4 janvier, et à venir voir, même on va discuter avec des enseignants, les artistes, comment les artistes parlent avec des jeunes artistes pour les accompagner, pour essayer de construire quelque chose ensemble. Là, je ne parle plus de technologie ou quoi que ce soit, je parle d'un projet artistique, c'est tout. Je ne voudrais pas qu'il y ait eu confusion sur mes propos. Voilà. Par ailleurs, la question de la technologie... Je ne pensais pas à vous particulièrement, du tout. Moi, je voulais juste dire qu'on parle du jeune homme que l'on va former, puisque je suis enseignant, je connais bien ce problème. Je voulais juste qu'on parle aussi de l'art, de l'artiste. Bien sûr. Voilà, on l'étiquette artiste amateur, artiste professionnel, artiste... Non, l'artiste, celui qui est tout seul, tout nu, dans la nuit, hein, et qui transpire son époque, celui-là qui n'est pas enseignant. C'est de celui-là dont je ne voudrais pas qu'on parle. Et nous, qui sommes à la fois des responsables culturels, des enseignants, et puis aussi des connaisseurs, puisqu'on est aussi compositeurs, et peut-être qu'à l'âge que j'ai, au fond, j'ai envie de m'occuper aussi de ces choses-là, de ces gens-là, et d'en faire une plateforme. Oui, on quitterait un lieu d'enseignement, on quitterait un lieu de consommation artistique comme un lieu de foisonnement, un chaudron de création. Ce risque-là. Voilà, je ne pensais pas du tout à vous. Je sais, non, mais je connais la qualité de ce qu'on fait. On peut aussi penser que les artistes qui ont été formés dans les écoles, je vois ici la directrice de Valenciennes, que je salue d'ailleurs, ou après même au Fresnois, quand je vois aussi comment aujourd'hui ces gens-là irriguent dans la région, parce qu'ils sont partout en fait, dans les Cléas dont on a parlé ce matin, dans d'autres lieux, etc., etc., il y a aussi une irrigation dans et l'art, il est porté, comme je pense, par ces gens-là en région. Je ne sais pas comment c'est en Picardie, en tout cas dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est, je crois, le cas. On va peut-être essayer, je crois que vous vouliez intervenir une seconde, mais essayons de ne pas trop dialoguer tout de suite. Juste une réponse éventuelle. Non, c'était juste de dire qu'en France, on est toujours un peu organisé dans des tiroirs. On met un peu les catégories, enfin on range bien les choses dans des catégories, et il y a, à mon sens, pas assez d'interconnexion dans les tiroirs. Alors je ne sais pas si c'est de la faute des... On est là pour tenter d'ancrer. Oui, mais justement, je trouve que ça perdure un petit peu trop. On évite de naviguer un peu dans les genres, parce qu'on a peut-être un peu trop peur qu'on nous colle une étiquette, d'être catalogué, etc. Moi, je navigue entre le milieu professionnel et le milieu amateur. Je n'ai pas du tout honte de le faire. Je dirige un orchestre d'harmonie d'un très bon niveau. Je n'ai pas peur de faire des très beaux projets, d'offrir même cet orchestre à des compositeurs, comme je disais tout à l'heure. Mais je trouve que, par exemple, dans les conservatoires, il y a des très bons orchestres d'étudiants. Qu'est-ce qu'ils jouent comme répertoire en général? C'est le répertoire classique. Vous êtes au conservatoire d'Amiens, je connais bien, c'est là que j'ai fait mes études. Il y a une classe d'électroacoustique. Est-ce qu'il y a déjà eu beaucoup de projets, par exemple, avec un orchestre du conservatoire, etc. J'ai l'impression qu'on n'utilise pas assez les outils qui sont accessibles. Peut-être parce qu'on a envie d'accéder à des choses un peu plus ambitieuses, etc. Si je peux me permettre de répondre au vol, hein, c'est vrai que ça procède d'une certaine inertie des usages qui font que quand je suis arrivé après Étienne sort une super personne, parti trop tôt. Quand je suis arrivé pour prendre la relève, on va dire, je me suis aperçu tout à fait du travail immense qu'il fallait faire. Et donc après 6 ans de travail, oui, cette année, il y a des œuvres avec l'orchestre, avec les cuivres, avec tuba, basson, etc. Mais il a fallu provoquer, il a fallu
forcer un petit peu la rencontre, créer tout cela. Il faut un certain temps. Je pense que les usages sont pour le futur, composés sans doute. Et donc on est en travail, c'est certain. Le conservatoire a mis du temps, il a fallu 6 ans. Voilà. Continuons notre tour de table. Tenez, vous avez le micro. Oui. De table, il n'y a pas de table. Ça tombe bien parce qu'effectivement, je me disais que l'intitulé, c'était quand même les musiques de création un petit peu sur le territoire, quoi. Bien sûr. Et donc là, c'est vrai qu'on commence à parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que la création musicale et qu'est-ce qu'on entend aussi par création musicale. La place du créateur, je pense que c'est peut-être important d'apporter un peu un éclairage et puis de donner des exemples concrets. Donc j'aimerais bien aussi en profiter pour reparler d'une expérience de celle qu'on a en fait avec le collectif Musix. Donc comme je disais tout à l'heure, qui est un collectif d'une trentaine de musiciens avec un jeune collectif qui existe depuis 1998 quand même. Oui. Donc effectivement jeune, mais plus tant que ça. Pas tant que ça. Et donc avec quasiment autant de projets, donc ils vont des projets solo à un projet de grand orchestre qui réunit 28 ou 29 musiciens, et avec un champ esthétique très large qui va, parce que à l'origine ça a réuni deux collectifs, un qui était plus tourné dans son histoire, qui était plus proche du jazz contemporain, et un autre qui venait plus du travail sur l'improvisation libre et les musiques expérimentales. Et donc voilà, le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a une trentaine de projets qui voyagent dans des esthétiques très différentes, mais qui se retrouvent en fait sur une dynamique de volonté de création musicale, vraiment de recherche aussi, d'expérimentation, et pas moins on va dire, que la transmission d'un répertoire existant. En tout cas, je vois la création musicale un peu comme ça. Et donc il me semblait important, parce que je relisais un peu les questions là, qui avaient été posées un peu dans l'intitulé, il y avait des choses qui me paraissaient assez complexes en fait, à résoudre en fait, comme ça, le temps d'une table ronde. Mais vous parliez d'alliance, de collaboration, à imaginer en fait, pour générer des synergies, etc. Et peut-être que ça peut être intéressant de rapporter déjà cette expérience des collaborations et des alliances qui existent, et nous les difficultés aussi parfois que ça peut engendrer, avant d'essayer d'en imaginer d'autres. Difficulté de gérer celle que vous avez. J'y viens. Donc le collectif, en fait, il est. Je ne vais pas citer, en fait, être exhaustif, parce qu'on a forcément depuis plus de 15 ans, on a fait énormément de partenariats, de collaborations avec différentes structures. Il y en a encore qui se tissent encore aujourd'hui. Mais on a depuis quelques années, on va dire, et puis pour un autre lieu depuis plus longtemps, de relations un peu particulières. Une avec un lieu qui est forcément aussi assez important, qui est la Rose des Vents, donc la scène nationale de Villeneuve-d'Ascq, avec laquelle on est associé depuis 6 ans maintenant.